Si j'avais été toute seule, j'aurais jamais fait Merci Lead. Je parlais plus du tout de Merci Lead comme, enfin d'une manière positive. Ouais, je mettais tout le temps en avant, les problèmes, le stress que ça me procurait. Bienvenue dans Possible. Moi, c'est Sylvie, je suis multi-entrepreneur, mentor et surtout passionné par ces chemins de vie qu'on appelle l'entrepreneuriat. Ça fait plus de 10 ans maintenant que je suis dans ce microcosme et que j'accompagne des chefs d'entreprise au parcours incroyablement riche et humain. Et si je suis autant passionné, c'est parce que j'ai compris un truc essentiel. Entreprendre, c'est pas juste monter un business, c'est un vrai voyage intérieur. Ce podcast, c'est mon espace de transmission à ciel ouvert. Ici, on parle vrai, on parle d'élan, de doutes, de virages, de feux qui s'éteignent et de ceux qui se rallument. Parce que derrière chaque parcours, il y a une vérité qui peut faire écho chez quelqu'un d'autre. Alors si t'écoutes bien, peut-être que toi aussi tu te diras, ok, c'est possible. Bonjour Léa, Bonjour Sylvie. merci d'avoir accepté cette invitation, Merci beaucoup. À toi surtout. avec grand plaisir. Donc Léa, tu as fondé Merci Lead il y a 3 ans, après un peu plus de 10 années passées dans un grand groupe. Tu voulais faire autrement, créer un développement commercial plus humain, plus ciblé, plus juste. Pendant 3 ans, tu as porté ce projet seul, la vision, la relation client, la stratégie, tout quoi. Et puis un jour, tu as choisi de t'arrêter, il y a pas très longtemps. Un choix fort, mais finalement pas si rare. Selon l'INSEE, moins d'une entreprise sur 2, est encore active 5 ans après sa création. Ce que j'ai trouvé précieux, c'est la façon dont tu l'as raconté. Avec honnêteté, sans drame, avec une vraie lucidité sur ce que tu veux désormais construire. Ce choix, tu l'as raconté dans un post, LinkedIn qui a profondément résonné en moi. Tu y parlais de solitude, de collectif, de changement de cap, sans honte, sans drame, sans larmoyance et surtout d'un nouveau regard sur ce que veut dire réussir. Aujourd'hui, tu vas rejoindre une nouvelle entreprise. Félicitations. Tu veux retrouver une équipe, un projet, du sens et je suis ravie qu'on parle de tout ça ensemble, ici dans ce podcast possible. Quelque chose à rajouter? C'est parfait. Bon, super. Est-ce que, devenir entrepreneur, c'était, quelque chose qui t'appelait depuis longtemps ou ça s'est fait du jour au lendemain? Alors ça m'a pas forcément appelée depuis longtemps, mais en tout cas, la prise de conscience a été assez progressive. D'accord. Je crois que ça a démarré en 2019. Ça devait faire, 8 ou 9 ans que j'étais dans cette, grande boîte. J'avais un peu ce syndrome de l'imposteur, de ne pas pouvoir remplir des grilles, RH et parce que j'avais pas été jusqu'au master en termes d'études, quand j'étais jeune et du coup, j'ai repris un bilan de compétences, pour pouvoir, à l'époque faire un master 1 je crois, justement sur, des sujets de management, et de direction opérationnelle. Et en fait, ce bilan de compétences, il a révélé dans la méthode RIASEC, un 4 sur 5 en termes de fibre entrepreneuriale. Mais, à ce stade du jeu, enfin moi j'étais salariée, j'étais bien dans mes baskets et dans ma carrière pro. Mmh. J'aspirais plutôt à reprendre mes études. Donc finalement, c'est le covid qui a fait que j'ai eu cette, réflexion personnelle, qui m'a amenée finalement à penser à tout ça. Et j'avais gardé ce, bilan de compétences dans un coin de ma tête en me disant: «Mais, c'est vrai que ça fait quand même sens ce qu'elle me dit», et puis mon frère et ma sœur, entreprenaient de leur côté. Donc j'avais demandé ma mutation récemment et et donc ouais, finalement, je dirais qu'en 2019, la petite graine a poussé dans ma tête et ça s'est concrètement, mis en place plutôt à partir de août-septembre 2021. Donc il y a D'accord, eu 2 années, de réflexion autour de tout ça. d'accord. Et pendant ces 2 années, tu travaillais sur le projet déjà ou c'était juste, passer de salarié à entrepreneur, la réflexion? Je dirais que concrètement, j'ai commencé à les prémices du business plan, je dirais sur l'été 2021, en attendant que la rupture conventionnelle se fasse d'un point de vue administratif, sur dans l'entreprise dans laquelle j'étais. Et après tout s'est très vite accéléré de septembre à décembre. À l'époque, j'avais passé des assermentations pour être,
mandataire intermédiaire d'assurance qui n'avait rien à voir avec l'agence commerciale que j'ai créée, mais vu que je quittais un milieu, De l'assurance. assurantiel, voilà, j'avais besoin de ce bagage en me disant: «Je vais être commerciale en vendant des produits d'assurance». Mais voilà, ça a été, tout autrement quand j'ai démarré Mercilite finalement. D'accord. Tu aspirais à quoi justement, avec Merci Lead? À une grande agence, Ouais, dans laquelle, alors grande agence, pardon. Je m'entends, mais je pressentais au moins 10 salariés, quitte à avoir, pas mal de compétences externes en freelance. Mais en et ça, fait c'était une vision que tu avais dès le départ? ouais, parce D'accord, que je voulais finalement, MERCI, c'est l'acronyme de mise en relation commerciale innovante. d'accord, On parle de formule de politesse en tant que commercial toute la journée, donc je trouvais que le terme merci faisait sens et en fait, merci lead, bah, forcément lead correspond à la prospection, l'avant-vente, mais il pouvait y avoir merci closing, merci learning, merci coaching et du coup, l'idée, c'était d'avoir, cette maison mère, qui, bah, puisse servir différentes, types de prestations autour de l'acquisition B2B. Mais ouais, ça, dès le départ, j'ai essayé de construire cette vision dans ce sens-là, quoi. OK, et finalement? Bah, finalement, merci lead est resté merci lead Ouais, et ça s'est d'ailleurs terminé au bout de 3 ans, mais je pense que c'est aussi parce que la vision n'était pas du tout cohérente avec la réalité, OK, que j'ai finalement perdu en motivation. Parce qu'il y a eu, bah, voilà, un graphique en dents de scie où merci lead a eu, 2 salariés, 6 freelance. Sur la fin, j'avais plus que 4 freelance, mais j'étais toute seule. Donc voilà, ça a été vraiment, hem, enfin, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler, plus tard, ou plus en détail, mais c'est vrai qu'entre la réalité des faits et la vision que j'en avais, non, c'était pas tout à fait cohérent et surtout au niveau des chiffres, en fait. d'accord. Alors, moi, tu le sais, j'accompagne des entrepreneurs Mmh, et ce que je leur dis souvent, c'est qu'il faut poser des objectifs SMART. ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais fait? Oui, sur, le fait de construire la vision. Ouais, ouais, j'avais tout quantifié en termes de rémunération, de charges fixes, et cetera. Mais parce que j'avais la chance à l'époque de pouvoir être coachée, mais moins finalement sur la partie chiffres, plus sur la partie mindset, vision. D'accord. Mais j'avais pris un coaching d'entrepreneur, voilà, pour m'accompagner justement dans cette, transition, salarié-entrepreneur. Donc ouais, on avait quantifié tout ça à 10 ans, mais Ah oui, à 10 ans, donc c'est quand même, ouais, une vision très longue, en sachant qu'on est dans un contexte où les choses évoluent, tellement vite. oui. Mais d'autant plus que le vrai enjeu finalement et enfin ça a été je pense mon erreur, c'est que j'ai voulu absolument, grossir en termes de chiffre d'affaires et cetera, mais finalement je grossissais certes, je travaillais avec pas mal de personnes, voilà autour de moi. J'avais aussi même des, agences en entrepreneuriat, soit de sites internet ou d'agences de stratégie de com, graphisme, et cetera, enfin tout ce qui tourne autour d'une marque, pouvoir la commercialiser. Mais en réalité, bah, si je donnais, mon client, sur la partie, voilà, stratégie de com ou identité visuelle, bah, finalement, OK, je pouvais peut-être avoir, 10 dans le cadre du partenariat, mais après, ce n'était plus de mon ressort et la presta, je la facturais pas. Quand je missionnais mes freelances dans la prospection téléphonique de mes clients, bah, c'est pareil, c'était de la charge variable que finalement je rétrocédais à mes freelances et je pense que le comment dirais-je? Le cœur du réacteur d'une entreprise, certes, c'est d'avoir une vision, des objectifs et voilà et une ambition, pour arriver, au bout de enfin, dans un aboutissement, on veut dire, en termes de projet. Mais l'essence même de l'entrepreneuriat, c'est surtout de savoir se rémunérer de ce qu'on est capable de faire. Et ça, moi, ça a été, bah, l'éternel sujet finalement, pendant 3 ans où, je cherchais un peu pas des ristournes, mais, clairement, je contournais un petit peu certains sujets sur le plan comptable, je veux dire, qui faisaient que je ne me suis jamais versé réellement de salaire, au D'accord, sein de ma SAS, quoi. OK. Donc tu étais partie quand même avec, le chômage, Ouais. mais qui s'arrête au bout de 2 ans. Enfin, à l'époque, en tout cas, ça s'arrêtait au bout de 2 ans. Ouais et puis j'avais mordu un peu pour le coup, dans la construction du business plan et cetera, mais moi, Mmh. il a dû se passer peut-être 1 an et 4 mois, ouais, D'accord. de d'acre.
et comment t'expliques que justement, en faisant du chiffre d'affaires, en grossissant, tu jamais réussi à te rémunérer? Ah bah, parce que j'ai surchargé, énormément, à mon sens, le compte d'exploitation. Je crois qu'en 2023, j'étais à 15 000 de charges fixes et c'était le chiffre d'affaires qu'on produisait, sur les bons mois et Mmh mh. j'avais, 2 salariés, plus de 1 600 à 2 000 € de charges fixes sur toute la partie data, achat de data, en fait. Puisque Mmh. quand on prospecte, il nous faut du 06, des mails nominatifs et surtout des outils d'automatisation qui coûtent cher. J'avais un super bureau dans un coworking magnifique. Enfin bref, voilà, puis finalement, avec des salariés, bah, on alourdit un peu, la charge quoi, de la mutuelle, des téléphones portables, Mmh. des PC, bah, forcément augmentation de la surface du bureau qui m'a coûté 3 fois plus cher. Donc ouais, je pense que j'ai voulu grossir, vite, sans forcément que la formation, de mes salariés les rende, comment dirais-je? Rendables. Mmh. Et je me suis complètement laissée happer par les chiffres. Mmh. Enfin, clairement. Bon, il y a aussi un contexte qui explique tout ça, c'est qu'en février 2023, je me retrouve avec 10 000 € de d'impayés de la part d'une plus grosse agence commerciale que moi, puisqu'à l'époque, je travaillais en sous-traitance pour, des plus gros que moi. Et il s'avère que cette boîte a liquidé parce qu'elle n'était plus, voilà, en capacité de payer ses fournisseurs. Et vu qu'elle n'a pas pu me payer, elle m'a rétrocédé tous ses clients. Donc, juste pour remettre aussi les choses dans le contexte, en février 2023, j'ai une dizaine de clients et je me retrouve avec 15 clients supplémentaires. Mmh. Donc, j'ai pas seulement, pris des salariés parce que la vision Merci Lead voulait que. C'était juste, pas une question de choix. Par contre, l'erreur que j'ai faite, c'est sûr, c'est d'avoir pris, une alternante et quelqu'un en reconversion professionnelle. Donc, il y avait un programme d'accompagnement avec Pôle emploi, mais lui, pour le coup, avait mon âge, donc il avait un salaire, plutôt correct et finalement, bah, moi j'étais en fin d'acre et en fait, j'aurais dû supporter la charge toute seule, Ouais. quitte à perdre, certains clients et de pas cramer, excuse-moi du terme, mais ce capital, bah, pour pouvoir assurer mes arrières et pouvoir me rémunérer, à l'époque, je sais plus si c'était, décembre 2023, mais ouais. Donc ce que tu es en train de dire finalement, c'est qu'à vouloir grossir trop vite et même quand on a, de la charge, de travail, ça suffit pas en fait. Déjà ça suffit pas et en plus, c'est pas forcément l'expert comptable qui va nous mettre en alerte par rapport à ça. Parce qu'en effet, on paye une fois par mois, voilà, il fait son bilan comptable, en bonne et due forme, une fois par an, mais il est pas forcément, dans une optique de conseiller ou d'être proactif sur, Ouais, bien sûr. la gestion des chiffres. Et en fait, moi, je voyais une certaine trésor, qui était plutôt très encourageante à l'époque, mais en réalité, ça ne voulait absolument rien dire. Parce qu'il y avait beaucoup de choses à anticiper, que moi, voilà, hein, en toute franchise et peut-être avec, le côté débutant aussi, mais j'avais clairement pas anticipé sur, sur plein de choses, sur la cotisation foncière des entreprises, sur, la TVA qui passait d'annuel en mensuel, sur beaucoup, beaucoup de sujets, quoi. OK, OK, d'accord. C'est intéressant, on y reviendra, après. On va revenir aux prémices, de Merci Lead, enfin aux prémices, au démarrage. Est-ce que tu te souviens des premiers mois? Dans quel état d'esprit tu étais? Les premiers mois, Ouais. Une bah fois que la société est créée, ça y est, on a son cabis, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? bah, mon moteur, ça a été de trouver mes clients Ouais. et il a fallu, 4 mois pour avoir mes 10 premiers clients. Mmh. Donc c'était chouette et je pense que ce qui me drivait aussi au quotidien, c'était, bah, là, Léa, tu es plus dans une entreprise où tu as tes petites, réunions, briefing, debriefing, 10 ou 15 visios dans la semaine et cetera. C'était finalement cette planification, cet Mmh. agenda par défaut de, se dire: «Bah, l'opérationnel prendra, quoi qu'il en coûte, au moins 4 jours dans la semaine, c'est sûr, mais il faudra quand même allouer du temps pour bosser sur sa boîte». Parce qu'être dedans, c'est chouette, mais pouvoir travailler un petit peu dessus justement et bah, accorder plus de temps sur les chiffres et essayer de les comprendre. Mmh. Enfin, je dis ça avec du recul parce que, enfin, je pense que j'étais moins là-dessus en réalité, mais peut-être plus sur l'offre, sur la création de boîtes. Mais ouais, j'ai ce souvenir-là de m'octroyer des temps pour me former, pour, toute cette partie un peu, DAF, administratif et cetera. Parce que, bah, je découvrais la vie, hein, donc clairement, c'est pas
à la portée de tous, voilà, de comprendre tous les tenants et aboutissants de la création d'une SAS. Et surtout, par contre, ne pas se laisser happer par, bah, non pas ces tâches à non valeur ajoutée, mais en tout cas qui ne produisent pas de chiffre d'affaires et du coup, bah, forcément, consacrer tout son temps au développement de la boîte et une fois qu'on avait des clients, à cette partie opérationnelle. Mais ouais, je me souviens que la planification, ça a été un vrai sujet. OK. Enfin, l'organisation, je veux dire plutôt. C'était quelque chose qui t'a porté ça, de façon agréable? Ah Ou, oui, j'étais complètement, excitée par enfin, en fait, c'était génial parce qu'il y avait tout à créer, enfin, j'allais de surprise en surprise, ouais. j'avais aussi parfois des angoisses parce qu'en fait, je pouvais improviser, certaines choses. Je me souviens d'ailleurs de certaines boîtes qui avaient des clauses de confidentialité pour leurs produits. J'avais pas de conditions générales de vente, sur mes devis. Enfin, en fait, il y avait tout le temps une surprise, de semaine en semaine, voire de Mmh, mois en mois, dès lors que je commençais à me professionnaliser finalement. mmh. Parce que, enfin, le merci lead du départ où j'étais presque apporteur d'affaires, juste commissionné à la mise en relation aboutie, est devenue finalement une agence commerciale de prestation de services où, j'avais une partie stratégie d'acquisition, une partie test et ensuite on déployait la prospection, de façon externalisée. Mais avant de rentrer dans ce modèle-là, il a fallu beaucoup de temps quand même. Enfin beaucoup de temps. Ouais 6 7 mois quoi. D'accord. Une fois que ces 6-7 mois sont passés et que tu as mis en place tous les outils, heu, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Est-ce qu'il y a eu un virage? Bah, le virage, ouais, ça a été Marine quand elle a intégré du coup, l'entreprise. Donc elle passait un master 2, commerce entrepreneuriat. OK. Et en fait, bah, là, je suis passée de, mon petit bureau à côté de mon lit, dans ma chambre à, un coworking. Mmh. Parce qu'il était hors de question pour moi, voilà, que je l'amène dans ces conditions de Bien sûr. travail-là. Donc ça me semblait nécessaire de le faire et on s'est confrontés à l'espace coworking, donc l'espace nomade un peu où tout le monde, travaille où il le souhaite. Mais en réalité, bah, dans la prospection commerciale, on passe notre temps à passer des coups de fil. Donc d'avoir un bureau isolé, ça a été vraiment nécessaire. Parce qu'en plus ce qu'ils appelaient les phone box, enfin les salles dédiées aux prises d'appel, sans exagérer, le cowork était tellement grand que c'était parfois à 400 mètres, Ah oui. enfin de notre, bureau à nous. Il y avait pas mal de couloirs à passer et cetera. Enfin, c'était pas forcément très pratique et puis il a surtout fallu que je processise. Mmh. Parce que là, je commençais à déléguer et en fait, vu que je faisais tout toute seule, bah, j'avais pas forcément, pris des notes ou déjà commencé à structurer, Mmh. ces sujets-là. Donc Donc un ouais. nouveau challenge, une nouvelle mission, en fait. Ouais et puis aussi de se professionnaliser à minima parce que je dis pas qu'on est à l'arrache quand on est tout seul et que, on fait tout forcément bien, mais de le poser sur le papier aussi, parfois, Mmh. ça permet cette prise de recul et de se dire: «Bon, que ça finalement, c'est pas cohérent. Mmh. Je te laisse le faire à ta manière et puis on verra, ce qui est le mieux». Enfin voilà. Donc ça permettait de challenger aussi les pratiques, sur certains sujets, d'avoir, un autre œil, qui puisse le faire. Est-ce que pendant, cette expérience, entrepreneuriale, parce que c'est ce qui revient souvent, tu t'es sentie libre? Libre, pas tout de suite, mais sur la fin, oui. Enfin, il m'a fallu, 2 ans avant de me dire: «Bon, bah, en fait, c'est super cette planification, cette organisation, agenda par défaut, tout ça». Mais j'avais complètement, oublié quelque chose, c'est qu'on est le propre moteur de sa boîte Mmh mh. et en fait, à l'époque, je suis en sédentarité plus, plus, je fais 10 kilogrammes de plus qu'aujourd'hui, je prends pas soin de moi, je fais du 9h-20h, enfin voilà. Mon ex-compagnon d'ailleurs me fait la remarque, hein, en me disant: «Mais Léa, je pense que tu te rends pas compte, mais Merci Lead, ce n'est pas que ce qui te définit au quotidien». Mmh. Et en fait, là, j'entame une transformation un peu perso en intégrant, 3 fois par semaine du sport, mais ce qui me paraissait, pardon, impensable, en fait, il y a au démarrage de mon activité. Parce qu'en fait, je dormais Merci Lead, je me Oui. couchais Merci Lead, j'étais, Tu mangeais Merci ah Lead, ouais, ouais, tu j'étais complètement obnubilée, mais dans le sens, positif du bien terme, hein. sûr, Je le subissais pas, mais je le subissais, mais sans m'en rendre compte, ouais. finalement. Voilà. C'est intéressant ce que tu dis parce que moi je le dis souvent quand on veut devenir entrepreneur, même si on a vraiment ce sentiment, de vouloir être libre, parce que moi aussi quand, j'ai créé ma première boîte, je sortais d'un très grand groupe, BNP Paribas, où on a l'impression d'avoir, les mains liées, où on ne peut pas prendre de décision
et donc quand j'ai créé ma boîte, finalement, je me sentais libre et j'ai fait plein d'erreurs, c'est-à-dire, bon, bah, demain, je me lève à 10:00, mercredi, je vais à la plage, et puis, tu te dis: «Mais, en fait, faut quand même que je bosse», tu vois? Et je me rappelle que j'avais un ami qui m'avait dit: «Mais, heu, peut-être qu'au début, tu devrais te mettre les mêmes, heu, comment dire? Les mêmes horaires et les mêmes objectifs et les mêmes process que ce que tu as appris finalement dans ces grands groupes dans lesquels tu es passé». Mmh. Et sur le coup, je me braque un peu et je lui dis: «Non mais attends, je suis pas devenu entrepreneur pour, recommencer, la même chose que ce que je faisais avant». Il me dit: «Beh, ouais, mais en même temps, si tu veux que ça marche, il faut peut-être commencer par ça et après tu verras si tu peux t'octroyer, des journées à la plage, des matinées, des grasses matinées». Et donc ça m'a fait cogiter et puis finalement, c'est ce que j'ai fait. J'ai je me suis accordé des temps de travail, beaucoup plus, cohérents parce qu'effectivement, tu peux pas, démarrer, ta boîte en te disant: «Bah, je bosse quand je veux». C'est pas la réalité du terrain. Disons que, ouais, c'est marrant parce que moi, ça a été un peu le phénomène inverse au contraire, de me dire au départ: «Ah là là, mais la compta, je peux pas la faire pendant une période qui est opérationnelle». Enfin, j'étais vachement, je sais pas si c'est de la psychorigidité, mais de me dire: «À 9:00-18:00, il faut que le chiffre d'affaires soit palpable, enfin qu'il puisse rentrer, quoi». Et du coup, tout ce qui était, à côté, bon, réseaux sociaux, j'y arrivais pas. Enfin, j'ai essayé de mettre en place une stratégie et cetera, mais j'ai très vite délégué ça. Mais c'est plutôt 2 ans plus tard que je me suis octroyé justement des temps, pour me dire: «Bon, bah, si, en fait, pense à toi, tu as le droit, c'est OK». Mais parce que, à l'époque de Stelian, l'ancienne boîte dans laquelle j'étais, bah, voilà, j'avais le moindre sujet avec mon alternant, bah, il y avait le service RH pour ça, Mmh. tu avais besoin d'un process sur lequel t'appuyer pour, t'acculturer de, tel client, bah, réfère-toi, à l'intranet, avec toute la base documentaire. Et en fait, il y avait tellement d'outils et d'appuis, au sein d'une boîte finalement, on pouvait, bah, que se focaliser sur notre, zone d'expertise. Exactement, ouais. Mmh. Et et du coup, c'est peut-être ça qui a fait que j'avais un peu des journées à rallonge en me disant: «Bah, non, non, de 18 à 20:00, tu fais ta compta». Enfin, voilà, c'était, Ah oui, oui, mais moi de la même façon, si je m'octroyais une après-midi à la plage, du coup le soir je rentrais puis je bossais jusqu'à quatre ouais. heures du matin. Ah oui, c'était vraiment la liberté au sens, C'est ça, c'est je bosse quand je l'agenda. veux Mmh. et bah, la plage, je peux pas y aller à 4:00 du matin, donc c'est plutôt ma compta que je vais faire. Mais je me suis retrouvée, vraiment dans mon salon, parce que moi non plus j'avais pas de bureau, hein, avec une imprimante qui, tu sais imprimer à Ouais. comme ça et à pleurer au milieu de mon salon avec tous mes dossiers, parce que je rappelle que moi j'étais courtier, en regroupement de crédit, donc j'avais des dossiers énormes. Mais à pleurer à 4:00 du matin en me disant: «Mais plus, je suis fatiguée», et c'est là où mon ami m'avait dit: «Mais bosse quand il faut bosser, comme les autres, de 9:00 à 18:00». Il avait dit: «Ouais, mais c'est pas ça l'entrepreneuriat». Bah, si, peut-être que c'est ça, en fait. C'est pas de bosser, à 4:00 du matin quand tu dois dormir et te ressourcer pour avoir l'énergie justement pour, être, dans le même monde que les autres. Mmh mh. Parce qu'on peut avoir tendance peut-être, quand on est entrepreneur et surtout quand on sort du salariat, quand on vient tout juste de sortir du salariat, c'est moins vrai aujourd'hui parce que ça fait 10 ans maintenant que je suis entrepreneur, donc le salariat, moi, je ne le connais plus du tout. Mais, quand on sort du salariat et que tout le monde est salarié, tu es complètement en décalage. Tu es dans un autre monde que tu connais pas et tes seules références, c'est le salariat, mais les 2 ils matchent pas vraiment, quoi. Mmh mh. Et est-ce que, à l'inverse de cette excitation du début où il y a plein de choses à mettre en place, il y a des choses où tu t'es dit: «Waouh, ça c'est dur»? Bah, on en revient au même, mais parce que, c'est pas ma zone d'expertise, ouais, les chiffres, l'anticipation, j'ai dû me créer des tableaux de bord, financiers, pour calculer mon taux de rentabilité, charges fixes, charges variables et aussi surtout ce que je rentrais en client et puis même dissocier parfois les fournisseurs qui concernent des clients qui sont des charges variables et la charge fixe pure qui peut être lissée sur l'ensemble des clients. Et qu'est-ce Je que tu remets avais juste, ouais, donc qu'est-ce septembre 2023, donc 1 an et demi après. 1 an et demi après pour mettre en place tes outils, de Tableau de bord pilotage, financier. financier? OK. Oui.
Et qu'est-ce que tu avais mis dans ces tableaux de bord? Qu'est-ce que tu pilotais? La Hem, trésor, le Bah, dans le tableau de bord, du coup, j'avais vraiment, l'ensemble des charges, mais dans tous les sens du terme pour, OK. connaître mon point mort. Et puis, bah, savoir, ce qu'il fallait que je génère, en fait, tout simplement comme chiffre d'affaires tous les mois. Mmh. Et après, bah, toute l'activité commerciale où là, je décortiquais finalement, les prest parce que moi, à titre personnel, je les mensualisais en termes de facturation. OK. Et du coup, ça me permettait d'avoir presque un agenda opérationnel, mais aussi, de connaître vraiment quelle était la marge brute, en fait, de chacune de mes prestations, quoi. Donc ça quand même, je l'ai fait sur la fin, mais aussi parce qu'à l'époque, j'avais des salariés et que j'avais le temps de piloter ces chiffres-là. Mais ouais, mmh mh. Je me souviens plus réellement quelle était ta question de départ. Ah C'était si, les qu'est-ce qui quel difficultés. ouais. Qu'est-ce Ah que bah si, pardon, suis-je bête? Le management. ah oui, d'accord, ouais, Ouais, c'est intéressant. ouais, ouais, Tu ouais. manageais, dans ta précédente boîte? En transversal et D'accord, plusieurs centaines de personnes, mais j'étais la supérieure hiérarchique de personne. d'accord, Je pilotais un compte au national, mais du coup, j'avais quand même des instructions clients à donner, sur toutes les plateformes opérationnelles. OK. Télé-expert, assistante expert, donc ça me faisait bouger sur pas mal de sites, en réunion client et cetera, mais du coup, il y avait toujours, une prévalidation de la part de leur manager avant Mmh. qu'on puisse animer la réunion, sur le site. D'accord. Et donc Donc les ouais. difficultés que tu as rencontrées, dans Merci Lead sur le management, c'était sur quel, sujet? Bah, le recrutement, le plan RH, enfin toute la partie RH, j'ai un commercial pour lequel j'avais pas signé de clause de loyauté qui est parti chez mon concurrent direct. Bon, j'ai pas forcément envie d'en parler aujourd'hui, mais ça a été une grande leçon de vie. Là, j'ai eu pas mal de nuits de sommeil, compliquées sur cette fin, mais bon, c'est aussi comme ça et c'était à moi de cadrer les choses dès le départ. Et et est-ce que c'était plutôt juridique ou est-ce qu'il y avait Oui, aussi le relationnel? alors le relationnel, oui, évidemment, enfin, disons que ça a jamais été un sujet avec, voilà, je vais pas les citer et puis le but c'est pas forcément de les classer, hein, mais avec certaines personnes, ça n'a pas été un sujet. Il y a un élément pour lequel ça a été extrêmement compliqué, D'accord, d'être challengée, moi-même dans ma propre vision, enfin, je non pas qu'il veuille être calife à la place du calife, mais il avait, une certaine prestance qui faisait que, il te voilà, mangeait un peu? ou manger, c'est pas le mot, mais disons qu'on n'était pas, enfin, je pense qu'on n'était pas compatibles, en fait, hein, pour bosser ensemble professionnellement. Parce qu'en plus, je te l'avais dit ça, je crois, en off, en rigolant, que j'avais fait cette erreur de prendre, mes salariés pour des associés, Ouais. qui n'en étaient pas du tout, Mmh. et qui avaient pas du tout ce degré d'implication, mais ni l'envie, en fait, parce que c'était pas leur boîte et c'était OK. Mais ça, c'est toujours on transpose parce que moi-même, quand j'ai été salariée pendant 10 ans, certes, c'était pas ma boîte. OK, je connaissais pas les actionnaires, mais j'étais surinvestie. Enfin, Ouais. je pense, j'étais enfin ouais, je prenais, beaucoup à cœur en tout cas, le poste qu'on me confiait, quoi. Donc je voulais pas forcément qu'ils me mimétisent, mais je m'attendais à ce qu'il y ait une certaine conscience professionnelle et puis, là, c'est pas la thématique, mais il y a aussi cette notion de génération Z. C'est, Justement, j'allais y venir. Est-ce que c'était justement des gens de la génération Z? alors pas que, il y Pas avait la que. génération Y comme moi, puisque le salarié dont j'ai fait état tout à l'heure avait mon âge. Mais Marine, ouais, elle est née en 99, donc oui, c'est quasi la génération Z. Et Mais donc là-dessus, il y a un vrai sujet de management, tu crois? bah, Parce qu'en plus, on peut se dire que, Mercialys, c'était quand même un peu une start-up, tu vois? mmh mh. Esprit, on fait des projets, on met tout en place, des process donc ce qu'on voit, ce qu'on entend, c'est que cette génération, justement, ils aiment travailler un peu comme ça en mode, projet. Donc est-ce que ça a été un sujet ça, En fait, c'est plutôt sur le plan humain et parce que voilà, enfin, dans son cas à elle, par exemple, avec beaucoup de malchance et je juge pas ça du tout, mais juste en l'ayant vécu dans ma position, d'entrepreneur merci lead, elle a été un petit peu absente avec, un enchaînement d'arrêts maladie.
D'accord. Bon, bah, ça, en fait, faut pas le laisser, transparaître auprès de cette personne. Elle y peut rien et Mmh c'est mh. comme ça, enfin, parce qu'il y avait enfin, c'était réel. Oui, Il y avait pas de mensonge derrière tout ça. mais Mais il toi, s'est tu es frustrée, quoi. bah, frustrée, même elle, hein, m'avait dit, «Léa, voilà, je te remercie de pas avoir arrêté, parce que tu aurais pu le faire et que j'aurais pu le comprendre parce que, bah, c'était un moment où Mercilide avait besoin, en fait, Mmh. de "bras" entre guillemets pour pouvoir, mettre la main à la pâte, vu qu'on accueillait ces fameux 15 nouveaux clients et Mmh. cetera. Donc donc ouais, le fait de ne pas communiquer son stress, ça, je pense que j'ai pas été bonne là-dedans. Ouais. Hem Et sur le plan, humain, bah, moi, à l'époque, je rêvais d'une entreprise libre, sans horaire et cetera. Je vois très bien. Mais pour le salarié, après Oui, ça oui, oui, bien n'empêchait sûr. que voilà. Mais en fait, je me suis tellement moi-même fait remonter les bretelles parce que j'arrivais en visio à 9h05 au lieu de 9h dans ma boîte, bah, j'avais pas envie de ça, en fait Ouais. et je n'organisais pas de visio à 9h. Donc voilà, je voulais essayer de co-construire certaines choses et cetera, mais en fait, à force aussi de donner des libertés, bah, finalement, enfin, il y a peut-être parfois, non pas des écarts qui se créent, mais bon, après non, j'exagère parce que sur les entretiens annuels, il m'avait dit, «Il y a un tel niveau de confiance que du coup, nous-mêmes, ça nous donne encore plus envie de nous investir». Donc Mmh. bon, là, on va pas parler des pratiques de management, mais moi, je pense quand même que j'ai encore énormément à apprendre sur ce sujet. En fait, surtout dans le sens de: «Il ne faut pas que ce soit énergivore pour moi». Ouais. Parce que je voulais créer cette vision avec, cette petite TPE de 10 salariés, mais ça nécessitait quand même bah, de ne pas, voilà, se prendre, entre les dents, je sais pas, un congé enfant malade et puis, l'autre personne pareil qui est en arrêt, alors que là, ça nous plante, 3 jours dans le planning opérationnel. Enfin, tous ces imprévus, voilà, en fait, je pense que c'est ça. C'est marrant parce que des imprévus, on en gère, mais quotidiennement Mmh. en tant qu'entrepreneur. Mais là, quand il s'agit de, en équipe et cetera, je pense que pour moi, ça a été un petit peu difficile finalement, Mmh. de devoir «supporter» entre guillemets cette charge en plus, quoi, cette charge mentale, à gérer. Mais ouais. Après, c'est sûr que si c'était à refaire, je prendrais pas de salariés et je prendrais des associés. Ça, c'est Ouais. sûr. D'accord. OK. Mmh. Ouais, ça fait écho parce que j'ai l'impression ce que tu expliques, je l'ai tellement vécu aussi, cette volonté d'avoir une entreprise libre, de pas s'imposer d'horaire. Moi, j'étais du style à dire: «Non, mais moi, si j'embauche un commercial, s'il fait son taf en 2 heures et qu'après il veut aller au cinéma ou je ne sais où, je m'en fiche tant qu'il a fait ses chiffres. Si à la fin de la semaine, il me donne ses chiffres, pas de problème». Mais ce que j'ai constaté, c'est qu'en fait, malgré tout, même si nous, on est dans notre position d'entrepreneur et donc on veut cette liberté opérationnelle, en fait, on recrute des salariés et comme tu le disais à juste titre, c'est pas des associés et finalement, je pense que ces salariés, ils ont besoin d'une structure, Mmh. d'autant plus quand ils sont jeunes, je pense, parce que, pour certains, c'est leur première ou deuxième expérience et de les laisser trop libres, finalement, ça leur c'est pas que ça leur plaît pas et c'est pas ils sont pas redevables, mais c'est que finalement, c'est difficile aussi d'être super autonome, tu vois? De se dire, je dois faire ça et je sais comment je vais le planifier. Donc il y a aussi cette partie management de, Je dirais surtout leur acceptation de l'erreur. Enfin, moi, à titre perso, j'ai un modèle éducationnel qui est, basé sur le modèle allemand, hyper, autonomie, indépendance, et cetera et tout le long de ma carrière chez Stellian, pendant 10 ans, je suis restée toute seule dans un bureau à certes, peut-être, perdre du temps sur certains sujets, mais j'avais des supérieurs hiérarchiques qui n'étaient déjà physiquement pas là et qui n'avaient pas le temps mmh, parce qu'ils faisaient partie de la direction, du groupe à l'époque, avant que ça se structure et que j'appartienne à une vraie équipe, mais tout ça pour dire que, en fait, le droit à l'erreur et le droit de se planter et bah, parce qu'en fait, tu es tout seul et que tu étais pas obligé de mais ça requiert quand même de l'autonomie de base, quoi mmh, et ce sujet de l'erreur, je me souviens de ouais, Marine, c'est marrant, enfin, sur deux trois sujets, il y avait des choses qui, pour moi, étaient anodines, mais dont elle s'était fait tout un monde parce que, bah
c'était même pas le fait d'avoir mal accepté ma critique, mais plus de se dire: «Punaise, j'ai échoué, quoi. Ah non, Mmh. mais tu pas échoué du tout. Enfin, c'est OK, c'est pas grave, on recommence, puis surtout, enfin, on avance, quoi et on enfin, voilà, on se préoccupe pas de, tu y as passé une semaine, c'est Mmh. OK». Mais ouais, c'est marrant, c'est plus, ça, moi, que j'ai senti de façon palpable, ouais, de ne pas trop accepter, l'échec. Bon, on le sait, merci Lyd, c'est terminé. Mmh. Quand est-ce qu'on sent quand est-ce que tu as senti que ça devait s'arrêter? Est-ce que c'est pareil? Est-ce que ça a été progressif? Ou est-ce qu'il y a eu une cassure? Alors ça a évidemment été progressif, mais je l'ai surtout pas pris s j enfin, c'est un peu responsabiliser, mon entourage que de dire ça, mais je le pense quand même sincèrement. Si j'avais été toute seule, j'aurais jamais fermé Merci. D'accord. Hem, En décembre 2024, je m'apprête à, essayer de finaliser ma compta pour le bilan et j'ai une maman, voilà, j'ai la chance d'avoir une maman qui avait un cabinet de gestion, donc qui assurait la rentabilité des boîtes. Les comptables, c'est le passé. Ceux qui sont experts en gestion, c'est vraiment l'avenir, Mmh. prévisionnel. Hem, Ma mère me met les chiffres du coup, en face des yeux et me dit: «Léa, si tu ne fais pas 12 000 de chiffre d'affaires minimum par rapport à, bah, le compte d'exploitation que j'avais là», parce qu'à l'époque, enfin, sur la fin, je veux dire, j'étais toute seule, quoi, il y avait plus trop d'excuses. Il me restait quelques freelances, mais c'était pas, j'avais plus grand chose. Mais si il me fallait au moins 12 000 de CA pour pouvoir, bah, me dégager ce fameux salaire, que j'attendais tant. Parce Mmh. qu'en attendant, je me faisais que des versements de compte courant, Mmh. et on arrivait au solde. Donc en janvier, j'ai quasiment atteint l'objectif. Je crois que j'étais à 11 500, mais voilà. Donc super et en décembre, vraiment, je ressors avec ces chiffres et ce tableau de bord, que j'avais remis à jour et cetera. Hyper motivée en me disant: «Mais c'est bon maman, finger in the nose, je vais le faire». Février, en fait, il y avait pas mal de gens en décembre qui m'avaient poussée en me disant: «Ouais, ouais, on va prendre votre prestation parce que c'est hyper important là pour le moteur commercial pour 2025 et cetera». Sauf que, ils avaient peut-être eux aussi pris un peu d'avance sur leur bilan 2024 et se sont rendus compte qu'ils avaient finalement pas le budget. Mmh. Et là, je me suis retrouvée avec un taux de transformation en janvier hyper bas où je vraiment, c'est pas la historique dans Mercilid, mais franchement, je pense que si quand même. Où en gros, ouais, sur la 10 quinzaine de devis, j'ai rien en fait, j'ai rien qui rentre là tout de suite. Alors qu'on m'avait, plus ou moins fait des intentions, Mmh. Et qu'on enfin t'avait prise pour acquis? quasi, ouais. Mmh. Accords verbaux, bah, en tout cas dans ma prévision, je Ouais, c'était savais. déjà dans ton tableau et c'était déjà presque encaissé dans le compte, quoi. Oui, oui, non, mais on va pas se mentir, Léa, on est tous comme ça. J'y croyais, ouais. Sauf qu'il s'est pas du tout passé ça et que finalement ils ont botté en touche parce que soit attente de levée de fonds ou, X ou Y sujet, ou on attend de renflouer un peu la trésor sur le trimestre et on te prendra en avril et cetera. Là, petite douche froide. Et la deuxième prise de conscience aussi, c'est le fait à l'époque, de me retrouver toute seule. Parce que je me sépare de mon conjoint en septembre, enfin, fin août, septembre 2024 OK. et bah, quand on est tout seul, quoi. Donc il y a personne pour, faire nos courses, si, la facturation client, elle arrive une semaine en retard. Enfin, en gros, on peut pas trop, gérer, cette urgence vitale, si je puis. Et j'ai surtout un plan, en fait, de logement, d'un couple d'amis à moi qui me disent: «Bah, voilà Léa, on peut te proposer un appart, on sait que tu es entrepreneur, t'inquiète pas, on t'embêtera pas pour les garants» et cetera. Enfin, vraiment, c'était une occasion en or parce que j'étais dans une solution transitoire et non pas en insécurité, mais en tout cas instable un peu. J'étais en colocation avec des quarantenaires, voilà, je venais de me séparer, mais Ça j'espérais, existe ça, les colocations de quarantenaires? ouais, ça existe et c'est OK. Oui, oui et Donc c'est quoi? C'est que des gens qui se séparent, en fait et c'est ça, c'est exactement ça. OK, c'est bon à savoir, hein. C'est exactement ça et Attends, excuse-moi, je reste là-dessus parce que donc tu tapes quoi sur le coin colocation de quarantenaires? bah, tu lis surtout les annonces en détail, ouais et puis les personnes se décrivent un peu, Mmh. on voit la moyenne d'âge et cetera et Bon, voilà, oui, en c'était la effet. petite aparté, je trouve ça rigolo. Mais il s'était passé pour le coup 6 7 mois donc voilà, j'aspirais à vraiment retrouver un chez moi
Et je vois en février de 11 500, je passe à 8 000 peut-être de chiffre d'affaires, donc là, je suis pas du tout dans mes clous. Et et puis en mars, bon là, en mars, c'est l'hécatombe, mais l'hécatombe aussi parce que, hem, en gros, je suis un peu prise dans, cet emménagement, déménagement, qu'est-ce que je fais? Mais en même temps, j'ai vraiment envie de retrouver mon chez moi. Mmh. Et là, je me sens en insécurité personnelle, donc pourquoi Mercilide ne t'apporte pas ce bagage, dont tu as besoin? Enfin, pas mal de remises en question qui me disent: «Mais en fait, tu as vendu ta voiture en août 2024, donc là, aujourd'hui, tu n'as plus rien, en fait». Donc ouais, je me retrouve, un peu, devant le pied du mur, quoi, à l'idée de me dire que, bah, ouais, OK, super, on a fêté les 3 ans de Mercilide. En attendant, là, c'est un peu bancal. Tu sens bien que tu es en perte de motivation parce Mmh. que, bah, ça t'aurait pas du tout, fait peur si tu avais eu des refus de devis et puis, j'aurais recontinué à Mmh. prospecter. Et en fait, je sais plus pourquoi, mais, je sais plus si c'est sur ChatGPT ou j'en sais rien, mais je fais une recherche ou une interrogation sur, combien je vaux aujourd'hui sur le marché de l'emploi. Et là, je vaux en fait ce que je génère en chiffre d'affaires qui me permettent de payer mes factures. Donc je me dis: «Mais, c'est quand même pas tout à fait logique». OK. Donc du coup, super, donc cette expérience entrepreneuriale aujourd'hui, elle te permet quand même d'en arriver là, à tel poste, et cetera, quoi. Puis le temps passe et en fait, je reçois surtout, comme par habitude, parce que famille d'entrepreneurs et qui on est tous d'un grand soutien entre et je crois qu'en fait, je fais des plans à ma mère et ma sœur en leur disant: «Mais c'est pas grave, je trouve, 8 800 € de chiffre d'affaires, sur avril, je trouve une solution», enfin voilà, j'essayais de mettre en place des plans d'action et cetera pour, bah, pour pouvoir aller chercher ce chiffre d'affaires. Et en fait, elles me disent: «Mais en fait, Léa, je tu t'en rends peut-être pas compte, mais mais tu sais, si tu arrêtais, peut-être que tu stopperais aussi l'hémorragie et que tu arrêterais de te fatiguer Le et que» fameux «vaut mieux se couper la main que le bras», quoi. ouais. Et puis, «Tu sais, c'est pas un échec», et cetera, quoi. Donc je commence à regarder sérieusement les offres d'emploi sur, bah, sur internet. Et du coup, ChatGPT se plante pas, je me retrouve vraiment, je pense, à pouvoir prétendre à des postes, bah, qui en valent la peine, quoi. Mmh. Donc là, tout de suite, le déclic se fait en me disant: «Mais en fait, enfin, Mercilite, c'est pas du tout un échec ou quand bien même, mais là, aujourd'hui, tu es dans une insécurité perso que Mercilite ne t'apporte pas». Et comme je le disais tout à l'heure, on est, notre propre moteur de notre entreprise, donc il faut qu'on puisse être en capacité de partir en vacances, de prendre soin de nous, enfin, en fait, juste de vivre, quoi. Ouais. Donc j'ai essayé assez rapidement de switcher et juste, excuse-moi, je coupe la conversation, mais parce que ça a été quand même, la décision, enfin ça a été vraiment l'élément déclencheur, c'est qu'en fait, je me remets au running et m'éclate la tête contre le bitume et je me casse la dent de devant. Mais non. Si. C'est ça l'élément déclencheur, Bah, disons qu'en fait, enfin, j'ai dû faire ça le jeudi ou vendredi et je me suis retrouvée, recroquevillée sur moi-même, le week-end en me disant: «OK Léa, bon, pas de souci, tu crois pas en grand chose, mais là quand même, le signe de la vie, il est un peu fort, l'univers quoi». t'envoie des signes, c'est ça? Bah, enfin, vraiment, ça a été hyper, moteur ou déclencheur ou j'en sais rien, mais ça a été un élément, je me suis dit: «C'est trop, en fait». Mmh. C'est trop de choses mises, pardon, bout à bout, qui me font dire que, ouais, là, il faut que tu t'écoutes et c'est compliqué, quoi. Parce que mine de rien, en plus, je pense aussi que depuis un trimestre, enfin janvier, février, mars, je parlais plus du tout de Mercilite comme, enfin d'une manière positive. Ouais, c'est devenu une charge. Je Ouais, je mettais tout le temps en avant, les problèmes, le Mmh. stress que ça me procurait, le fait que j'étais même pas, enfin que j'étais en colocation. Alors encore une fois, ce n'est pas un échec et j'adore mes anciens colocs. Chacun ses choix de vie. Mais, malgré tout, voilà, il y avait, Enfin, c'était pas ce à quoi tu avais aspiré quand tu ah avais non, créé Merci Lead, quoi. pas du tout, Ouais. pas du tout, pas du tout. Et est-ce que, aujourd'hui, si tu te remets exactement à ce moment-là, est-ce que tu as suffisamment de recul pour te dire: «Si j'avais eu ça, pile au moment où j'étais dans cette période transitoire à m'interroger: "Est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête?"», juste avant que tu prennes la décision d'arrêter.
Est-ce que tu as réussi à identifier quelque chose qui aurait pu te faire continuer? Ou c'est encore trop tôt? Oui, parce que je me souviens d'un déj, avec justement un expert en gestion, que voilà, que je pourrais conseiller parce qu'il est hyper compétent et et on déjeune et au fur et à mesure de la conversation, il me dit: «Bon, Léa, je tu me connais, voilà, j'ai pas envie de mettre ma casquette de banquier, mais tu sais que d'avoir 1 000 € de découvert sur ton compte pro, c'est infime pour ne pas dire, Mmh. enfin vraiment, en gros, tu pas là-dessus, quoi et que là, tu es en train de me verbaliser le fait que tu souhaites, déposer le bilan, mais tu sais que des solutions, il y en a 10 000 Mmh. parce qu'en réalité, enfin, là, tu souhaites t'arrêter, mais il faut vraiment que tu saches au fond de toi et justement, il m'a dit: «Rappelle-toi ta vision, qu'est-ce qui t'a porté aujourd'hui à mettre en place son entreprise?» et cetera et en fait, bah, Stéphane Piringuel versus, ma famille, enfin, je dis pas que j'ai besoin de l'approbation des autres pour pouvoir, faire mes choix, mais malgré tout, je parle, bah, de ma maman qui a 68 ans, qui a eu des boîtes de 200 personnes à 10 personnes à toute seule, et qui s'est jamais plantée. Voilà, enfin, je veux dire, il y a c'est sûr que la famille a un enfin, ils peuvent pas être, objectifs, mais si j'avais peut-être plus eu de conversations avec des entrepreneurs qui m'avaient dit: «Mais tu crois quoi?» Enfin, moi j'ai touché le fond, mais aujourd'hui je remonte et enfin, je pense que c'est, pour retrouver cet élan de motivation, il fallait que je m'entoure davantage de personnes, avec des expériences non pas similaires, mais qui en tout cas, m'auraient donné l'espoir de continuer. Donc ce J'allais dire l'envie d'avoir envie. donc ce que j'entends, parce que malgré tout, tu l'as dit au début, ta mère est entrepreneur, tes frères et sœurs sont entrepreneurs, donc tu as quand même cet écosystème d'entrepreneurs autour de toi. Ouais. Mais ce que j'entends là, dans ce que tu viens de dire, c'est que ta mère n'ayant jamais subi d'échec, elle t'a plutôt emmené vers: «Arrête avant que ce soit trop tard», enfin que tu laisses trop de plumes en gros, et que si tu avais eu peut-être des expériences d'entrepreneurs qui avaient déjà «échoué» entre guillemets, hein, on reviendra vite fait sur le terme d'échec, Oui, bien sûr. mais peut-être que ça t'aurait dit: «Bah, je donne le dernier coup de collier», en fait. C'est ça que je Ouais, comprends? complètement, mais en fait, je pense et c'est sûr, qu'elle a eu raison, de m'orienter ou de me guider Bien dans sûr. ce choix-là, en tout Ouais, cas et ouais. encore une fois, ça n'appartient qu'à moi Oui, oui, et oui, bien j'aurais sûr. pu essayer de Après, elle t'a fait ces conseils-là aussi par rapport à sa propre expérience exactement et et puis en tant que mère aussi, j'imagine qu'il y a une inquiétude. là, vraiment, c'était sa casquette pro, parce que des boîtes, elle en a accompagné plein Ouais, et mais je pense que c'est quand même difficile de dissocier, la relation, mère-fille, ouais, mais là, clairement, enfin, c'était mathématique, en fait. ouais, Les chiffres, ne rentraient pas dans les bonnes cases donc soit je prenais conscience parce que c'est en fait, clairement, si je ne faisais pas 600 € par jour de chiffre d'affaires, bah, à chaque fois, c'était un retard à rattraper, en oui, fait. Donc et mais ça, au cumulé des 90 jours, en l'occurrence le premier trimestre 2025 que j'ai passé, ben, ouais, forcément, c'était, enfin, il valait mieux, à mon sens, c'est stopper l'hémorragie tout de suite. D'autant plus que, et vraiment ça je suis sincère sur le post LinkedIn que j'ai fait, en indiquant que, bah, la solitude de l'entrepreneur et mmh, cetera. 2023-2024, j'étais donc avec des salariés, j'arrivais le matin, on pouvait boire, un café, échanger, faire des réunions, mmh. servir l'intelligence collective et cetera et fin 2024, début 2025, je me retrouve, toute seule et ça franchement, bah, moi Tu ça l'as m'a mal fait vécu. perdre en motivation Ouais. énormément, ouais. Donc Alors moi, tu vois, pas pour faire de la psychologie, mais je pense que j'aurais été plutôt dans la version de ton ami, ancien banquier, ce que je suis aussi d'ailleurs, et effectivement, quand tu me dis qu'il fallait que tu fasses 12 000, que tu en fais 8, OK, tu as pas atteint le chiffre, mais moi, tu vois, je me dis: «Ouais, bon, bah, le mois d'après, il faut que tu en fasses un petit peu plus», et puis même si tu le fais pas tout de suite, c'est tellement, des montagnes russes l'entrepreneuriat, que tu sais pas si en décembre, tu vas pas faire, exploser le truc et puis rattraper toute l'année. Et effectivement, ça, c'est quelque chose que je dis très régulièrement aux entrepreneurs que j'accompagne, parce que souvent il y a un manque d'expérience,
bancaire, on voit le banquier comme quand on le voyait quand on était, salarié, c'est-à-dire, on n'a pas besoin de lui et cetera. Mais quand tu es entrepreneur, le banquier, c'est un allié et en fait, le banquier, il faut le tenir au courant de tout. Autant les gens le font assez facilement avec, l'expert comptable, autant le banquier, il le laisse souvent de côté en se disant: «Non, le banquier, il est là que pour encaisser, et me prendre des frais et me prendre, des thunes, mais il sert à rien». Alors que moi, je dis à tout le monde, en fait, quand vous commencez à sentir qu'il y a des tensions de trésor, c'est exactement à ce moment-là qu'il faut appeler son banquier et dire: «Voilà, là, en ce moment, c'est un peu dur, heu, j'ai mis ça en place». Et bien sûr, il faut lui proposer un plan d'action, il faut pas juste dire, «Eh oh, coucou, tu me fais une rallonge, mais j'ai mis ça en place, j'ai bon espoir, qu'est-ce que vous pouvez faire pour m'accompagner?» Et c'est tellement important parce que, il y a, comme le disait, ton ami, il y a plein de choses et le banquier, il est s'il y croit, et c'est pour ça que je dis: «Il faut toujours bien choisir son banquier». Si tu sens que ton banquier ne croit pas en toi, va-t'en, hein, c'est clair. Mais s'il y croit, mais il va te mettre, une autorisation de découvert, il va te faire un crédit, il va te geler peut-être les crédits que tu avais, auprès de lui pour te justement te donner cet élan et te dire: «Bon voilà, là pendant 3 mois, j'ai pas de crédit à rembourser, allez j'encaisse». Et finalement, ce que j'entends, c'est qu'au-delà de la difficulté financière que tu as rencontrée, c'est plus peut-être effectivement, heu, ton état d'esprit qui n'était plus dans Merci Lead Non, non, complètement. Bah, d'autant plus et cette que solitude dont on parle souvent dans l'entrepreneuriat où effectivement c'est dur quoi, c'est dur d'être face à toutes ces responsabilités. bah, surtout que tu faisais état, de certaines de enfin, de certains de tes ressentis, pardon, à la BNP Paribas. Mais moi, vraiment, les 10 années que j'ai passées chez Stellium, elles étaient magiques. Enfin, je j'ai adoré, Mmh mh. on m'a énormément fait confiance, j'ai toujours été très autonome, voilà, dans mon poste. J'étais en création de poste sur certains appels. En gros, j'en ai un souvenir plutôt positif du Mmh. salariat, Mmh. même très positif, Mmh. à collaborer avec plusieurs centaines de personnes qui m'ont énormément, transmis. Mais voilà et du coup, en fait, la perte de motivation associée à ma chute, associée, au fait que je regarde que, je peux prétendre à des postes de direction en direction du développement commercial. Hem, enfin, tout mis bout à bout, en fait, m'ont fait dire: «Bah, il y a même pas finalement d'échec de fermer Mercilite, c'est ta première boîte, Mmh. tu étais un bébé de l'entrepreneuriat». Mmh. Hem, En plus, tu parlais de stats tout à l'heure sur l'INSEE et c'est bah, par contre, c'est rigolo parce que moi, j'ai tout un écosystème d'entrepreneurs. Tous mes amis autour de moi le sont et les filles disaient: «Il paraît que, en fait, tu réussis ta troisième boîte et ce, à partir de 50 ans». Cool! Donc On a encore un petit peu de temps devant nous. ouais et pour le coup, voilà, c'est ce que je me disais. Il me reste peut-être, 12 ans, avant de pouvoir trouver le projet qui me transporte. Mais, Mais, ouais. excuse-moi, je te coupe. C'est aussi pour ça que je fais ce podcast, tu vois? Parce que, parce qu'effectivement, on parle très, très peu des fermetures, des échecs, enfin, on appelle ça comme on veut. Moi, j'aime pas le mot échec, mais, on parle peu des fermetures d'entreprises et on a l'impression, comme toi, moi, je suis dans un écosystème d'entrepreneurs, on a l'impression que tout le monde réussit autour de nous et que si nous, on n'y arrive pas, c'est soit que c'est pas fait pour nous, soit qu'on est naze. Alors que quand tu creuses vraiment, et ça j'en ai déjà parlé, dans mes vidéos, quand tu creuses vraiment, quand tu veux vraiment t'intéresser aux gens, tu te rends compte qu'en fait, le mec qui, a une super boîte dont toi tu rêves d'être comme lui, il s'est planté. Il s'est planté, mais sauf qu'en fait, ça y est, c'est derrière lui, il a passé. Mais si tu veux vraiment, voilà, aller au fond des choses, il va te dire: «Mais qu'est-ce que tu crois? Mais moi aussi je me suis planté». Moi, je me rappelle que ça m'avait marqué, que j'ai une amie que j'adore et que j'admire et qui m'avait dit: «Mais j'ai déjà vécu dans ma voiture» et quand tu la vois là où elle est maintenant, tu te dis: «Tu te fous de ma gueule». Mmh. Non, j'ai vécu dans ma voiture, j'avais plus une thune. Et en fait, on parle pas assez de ces expériences. Je trouve que c'est tabou, il y a de la honte ou alors les mecs ont passé et puis maintenant ils sont dans leur truc et donc ça y est, c'est du passé, mais
c'est tellement quand tu entends ces gens te dire ça, tu te dis ça te fait tellement relativiser sur ta propre conception de la réussite et de l'échec et ta propre conception de où j'en suis. Est-ce que je suis naze? Est-ce que c'est moi qui fais pas les bonnes choses? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Et comme tu le dis, bah, très souvent, la première boîte, c'est pas, ta réussite. Mmh mh. Et moi, j'ai lu le livre de Richard Branson, le PDG de Virgin. C'est un livre que je conseille parce que vraiment, il y a beaucoup de livres, c'est du bullshit, mais lui, il te dit: «Mais moi, j'ai planté des boîtes, mais de milliards!» Et nous, on est là, on se dit: «Waouh, j'ai 1 000 € dans moins sur mon compte, j'ai pas fait 4 000 Alors, € de mon chiffre». je pourrais te raconter, mais le passage au tribunal mercredi. Ouais. Ah là là, bah, tu parles de sommes comme ça là, c'est vrai que c'est marrant. Alors Alors j'essaye ça de donc je rappelle, donc pardon, tu as liquidé Mercilli exactement, très récemment et tu étais convoqué au tribunal pour la liquidation. exactement, OK, il y vas-y a 3 raconte-nous jours. ce parce que ça m'intéresse parce que du coup, moi, j'ai jamais liquidé et Heu, j'ai jamais eu mais ça pourrait m'arriver. Pour le coup, voilà, c'est un dossier assez simple, il faut déjà aller au greffe du tribunal pour, bah, demander, les papiers ou déposer le dossier. Moi, je dépose ça sur le tribunal digital, donc je reçois la convocation hyper rapidement. Je dépose ça le 14 avril, je reçois la convocation la semaine suivante OK, et le 7 mai, je suis convoquée pour l'audience. OK, Donc je me rends là-bas, on est une dizaine d'entreprises et plus ou enfin, des personnes avec des avocats, ou des personnes qui se représentent toutes seules comme moi. mmh On est tous appelés, alors non pas à la barre, hein, mais on est quand même dans une salle de tribunal avec 3 juges. Et on doit tous se lever, dès lors que notre, nom passe. Donc là, il d'accord, fait simplement l'appel pour, confirmer que les entreprises, convoquées sont bien représentées. Et ensuite, tout le monde sort et on est appelé, donc déjà les personnes avec avocat en priorité, ce que je peux comprendre, puis c'est en général aussi des dossiers plus, conséquents. Et ensuite dans l'ordre de passage indiqué. Donc moi, je passe en avant-dernière, c'est-à-dire que j'attends 2 heures et demie au tribunal ah ouais, d'accord, OK, super. pour pouvoir, connaître ma sentence. Du coup, bah, en fait, c'est assez, rigolo parce qu'il y a 2 communautés de personnes, enfin d'entrepreneurs. Mmh Il y a ceux qui gardent tout pour eux et qui ont absolument pas du tout envie de communiquer à cet instant précis, mais ce que je peux comprendre, parce que ça peut être hyper, anxiogène peut-être ou stressant. Et il y a ceux qui au contraire cherchent, un peu comme moi, de l'empathie, de la discussion, des échanges, et cetera. Donc là, tu parles de ça quand vous êtes en train d'attendre dans la salle Ouais, d'attente? en fait, devant la salle, du coup, bah, je commence à discuter avec, quelqu'un à côté de moi, mais là, je j'hallucine complet. 580 000 de chiffre d'affaires, passif, actif, donc ça, c'est le fameux tableau qu'on doit remplir lors du dossier de liquidation. Plus de, 150 000, je crois, dont 80 000 en caution perso, mais il est hors de question pour lui de payer quoi que ce soit, donc il organise sa fuite et il a déjà son départ, non mais hallucinant. C'est vrai et il te le Ouais. dit, quoi? Ah oui, il me le dit, ouais. Il organise sa fuite, mais c'est-à-dire? Bah, il organise sa fuite parce qu'il ne veut pas payer une seule créance, enfin une seule, dette, D'accord, française, quoi. OK et Donc tu peux nous dire le secteur d'activité ou pas? restauration, Restauration, ouais. OK. En face de moi, j'ai une dame qui a 60 ans avec un magasin de vélo au bassin d'Arcachon, qui du coup s'est fait un petit peu manger par la concurrence parce que post-Covid, tout le monde a voulu ouvrir son magasin de vélo, Mmh mh. après les feux de forêt et cetera. Donc elle se retrouve de 4 à 9 concurrents et elle y arrive plus. Et non, moi, ce qui m'a fait le plus halluciner, c'est 2 entrepreneurs de mon âge avec avocat, qui font, 8 000 000, je crois, mais ou moins 800 000 de résultats nets. Ah mince. Et en fait, c'est vrai que c'est drôle parce que quand moi je passe, à la barre, enfin, ouais, à l'audience, quoi, en gros, je me rends compte que je suis le plus petit dossier des 10 boîtes parce que je déclare, je sais plus, 12 000 de passif. Et en gros, même le juge, alors déjà, je m'attendais à quelque chose d'assez accusateur, à ce qu'on me fasse la morale en me disant: «Bah, voilà, madame Ribot, c'est pas bien, vous n'avez pas bien fait les choses», Mmh. mais pas du tout, en fait. Ah ouais. Il Ouais, c'est hyper intéressant. Ouais, hyper bienveillant. Le juge a dit: «Bon, vous confirmez que vous déclarez un passif, assez léger, soit dit en passant». Alors j'étais Alors là: que pour toi, c'est, la fin de «Ah la non, mais vie, c'est clair, pour moi c'est, enfin quand même monsieur, c'est de la dette, quoi».
j'ai pas pu payer mes fournisseurs. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais je parle de TVA, je parle de loyer de cowork, je parle de voilà, c'est enfin bref. Donc bon, ça dure, le plus rapide enfin, je suis le dossier le plus rapide de la terre. Ça dure 1 minute 30 Une et minute 30. ah oui, 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 Donc tu en as gros poireauté 2 heures et demie pour 1 minute c'est 30. ça, Oh là là, exactement. tu aurais pu te Et du coup, en fait, je m'attends enfin, pour moi, le tribunal, c'est la sentence, quoi. Mmh. C'est la fin du process. Mmh. Déjà que ça a été long de faire le dossier et cetera et en fait, pas du tout. C'est loin d'être terminé. Parce que, donc le juge, me dit: «Bah, merci madame Dribault, on délibère dans quelques minutes, on revient vers vous». Puisque finalement, il faut motiver pourquoi, est-ce qu'on liquide. Donc moi, je leur ai simplement dit que je ne m'étais pas versé de salaire depuis 3 ans et que ça me, frustrait trop, Et puis, de qu'il faut vivre, hein, de toute façon. oui, oui, oui et et donc du coup, ensuite, toutes les entreprises sont appelées une nouvelle fois, pour la délibération et donc la délibération, elle est, enfin, tout le monde, l'entend Collective? finalement. Voilà, D'accord, merci. OK. Elle est collective et mais en fait, on a simplement, bah, en gros, voilà, tel liquidateur, sera votre correspondant et ils disent simplement oui ou non pour la liquidation, mais en général, ils disent tous tout le temps oui et donc pour ma part, c'est pareil, c'est la procédure simplifiée de 6 mois, qui fait qu'en gros, bah, tel liquidateur a été nommé et que, bah, au regard des peut-être des créances qui restent, dans Mercilid, il va essayer de se payer lui, j'imagine et de payer certains des fournisseurs. Mais en réalité, je ne peux pas confirmer aujourd'hui que, Léa Deriboud ne devra pas payer en nom propre la TVA, qu'elle doit, par exemple. D'accord. Donc tu sais Donc pas encore, t en fait, tu es passé au tribunal, mais tu ne connais toujours pas ta sentence? exactement. D'accord. Et ça, tu le connaîtras sous combien de temps? Bah, vu que je suis en procédure simplifiée de 6 mois, j'imagine qu'avant 6 mois, je saurais. D'accord. Mais pour l'instant, je navigue à vue, sur ça. Mmh mh. En tout cas, c'est quand même acté et c'est quelque chose, qui a été fait, d'autant plus que, bah, je vais au tribunal le 7 mai, donc on est mercredi. Le mardi soir, c'est-à-dire la veille, j'ai la confirmation que j'intègre un poste en CDI dans une nouvelle entreprise et lundi, je redémarre et j'ai Mmh. donc aussi dit ça au juge, que j'avais retrouvé une activité salariée. Ils m'ont pas applaudi bien sûr, mais ils étaient quand même, surpris, que j'ai trouvé, assez rapidement donc c'est chouette, tout se goupille bien finalement quand on Mmh. prend la décision et quand on prend pas les choses pour soi surtout. Mmh. Et alors est-ce que cette expérience, elle a, elle a changé ta façon de voir, la réussite? Ben, Parce que je sais que quand on a discuté en off, tu venais d'avoir, la réponse, pour ton poste mmh, et j'ai vraiment eu le sentiment que c'était, une super opportunité pour toi. ah Donc ouais. est-ce que, justement, heu, bien qu'il y en ait qui peuvent penser que c'est un échec de liquider, est-ce que finalement c'est pas ça t'a pas apporté autre chose? Ah bah si, si complètement, enfin, moi c'est ce que j'ai dit à mes 2 meilleures amies, que pour moi Mercilid est un vecteur, de réussite en tout cas en termes de carrière professionnelle. Mmh. J'intègre, lundi prochain le poste de directrice du développement commercial chez Becoming dans une entreprise informatique. Je l'équipe a l'air, hyper chouette, hyper humaine avec des valeurs, voilà, on est dans un cadre de PME, qui restera à taille humaine, enfin avec des valeurs complètement alignées aux miennes, avec 3 associés qui ont l'air de me faire confiance et bah, de me donner, quand même le développement commercial de leur boîte donc non, c'est en rien un échec, bien au contraire et jamais je n'aurais pu prétendre à ce type de poste sans l'expérience de Mercilid. Parce que, j'ai accompagné 40 boîtes, dont au moins 50 dans les entreprises tech et c'est ce qu'ils m'ont dit, en gros, voilà, tu as pu, aligner un discours technique, au-delà de ton appétence commerciale. Et nous, c'est ce qui nous a toujours manqué depuis, 2-3 ans, Mmh. sur les embauches qu'on a tenté d'avoir, quoi. Donc donc non, je pense qu'en fait, c'est marrant parce que, bien évidemment, je parle de la finalité de: «Oh c'est OK, super, aujourd'hui j'ai un poste», mais des entretiens, j'en ai passé 10 peut-être, hein. Mmh.
dans des grosses boîtes où la grande distribution me disait: «Léa, tu un profil atypique, ton expérience entrepreneuriale, bah, elle est pas valorisée, au sens enfin, que nous on se l'impose en tout cas». C'est fou Hem, ça. ouais, bon après, ou alors des aussi, hein, des startups, qui m'ont dit, peut-être que le fait d'avoir liquidé, ça pouvait être un échec ou enfin, en gros, qui ont peut-être perçu ça d'une manière pas aussi positive que je le pensais. Après moi, évidemment, dans chacun de mes entretiens, là, je le dis aujourd'hui parce qu'au final, bah, j'ai rien à prouver à personne et enfin, j'ai dit à tout le monde que je fermais administrativement Mercilid. Mais oui, enfin, c'est vrai qu'il faut dire, les mots, c'est une liquidation, quoi. Mmh. Mais non, c'est pas pour autant un échec. Après C'est marrant parce que je parle toujours de rencontres, donc on se connaît pas. J'ai je t'ai contacté suite à ton post, LinkedIn, parce que, comme je le disais, il a fait écho en moi. Puis, on est allé boire un café quand même pour s'apprivoiser un petit peu avant cette interview et en fait, ce qui est vraiment très drôle, c'est que, même si on n'a pas tout à fait le même parcours, il y a quand même beaucoup de similitudes dans le sens où, aujourd'hui tu as 38 ans. ouais. Quand j'ai arrêté ma société, j'en avais 38 aussi et ma première société et j'ai été, embauchée comme directrice du développement et je me rappelle que, bah, moi, quand j'avais arrêté ma société, je l'ai arrêtée parce que, comme t en fait, c'était même au-delà il y a toujours le côté financier, ça c'est sûr, mais au-delà, c'est la fatigue. Moi, je me sentais très fatiguée, je me suis pété le genou. Tu vois, toi, tu as dit que tu avais fait une chute. C'est incroyable, hein, quand même Mmh. ces similitudes de parcours. Moi, je me suis pété le genou, donc alors au démarrage de la société. Mais du coup, ça m'a quand même, fatiguée. J'étais assez sportive, donc je pouvais plus courir. Je me suis fait opérer, j'ai pas réussi à récupérer. L'opération, ça s'est pas très bien passé. Je pensais que justement, après l'opération, j'allais redevenir comme avant. En fait, j'ai toujours des douleurs, donc je peux pas reprendre le sport, donc je fais une dépression. Je prends, 30 kilogrammes. Tu disais que tu en avais 10 de Mmh. plus, moi j'en prends 30. Et donc en fait, je suis exténuée, je suis mal dans mon corps, je suis mal dans ma peau, je suis mal dans ma vie. Je le vis comme un échec, total. Vraiment, pour moi, je voyais aussi, ma boîte grossir et cetera. J'ai pas réussi, juste avec la seule agence que j'ai créée et puis finalement, quand cette opportunité de prendre le poste de directrice développement, arrive, je me dis: «Mais en fait, attends, mais en fait, j'aurais jamais eu ce poste si j'avais pas eu cette expérience entrepreneuriale». Parce que même si j'étais dans une grosse boîte, justement, tu es quand même plutôt, cloisonnée et pour devenir, directrice, commerciale, chez BNP, autant te dire que, j'en avais, ni l'étoffe, ni, les études, enfin voilà. Donc c'était même pas un truc qui m'a traversé l'esprit de me Mmh. dire que je pouvais atteindre ce poste-là et donc moi aussi, je me dis, en fait, cette expérience entrepreneuriale, ce n'était que le tremplin pour arriver, à ce type de poste. Mmh, complètement. Donc heu, donc effectivement, le thème qui était de entrepreneur à salarié, bah, peut-être qu'effectivement, l'entrepreneuriat nous permet d'accéder, d'apprendre des choses parce que c'est vraiment très formateur Mmh, et d'apprendre des choses qu'on n'aurait pas pu apprendre en restant salarié. complètement. Donc je trouve ça vraiment, super intéressant de se dire que, évidemment qu'au départ, on a une vision. Quand on crée une boîte, on se dit pas, «Je crée ma boîte, comme ça». Enfin, on a une vision, on veut un gros truc, surtout quand on est ambitieux, quand on est travailleur. Ouais, disons que, je pense qu'il faut pas, tu sais, on parlait de l'ego de l'entrepreneuriat. Mmh. Évidemment et enfin, je vous raconte pas toutes les phases, par lesquelles je suis passée avant de décider d'arrêter Mercilid. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps quand je suis allée les récupérer, au coworking, En plus, j'écoutais Orelsan, je crois, ou Gringe, enfin, je sais plus, Pas si facile, un truc comme ça, Mmh. enfin bref. Hem, donc ouais, ça a été hyper chaud, hein, même quand j'ai fait cette chute, parce qu'on perd même pas le sourire, mais c'est enfin, au-delà du physique, c'est tout, vraiment. On perd le sourire dans tous les sens du terme, donc il y a quand même eu des choses, mais c'est surtout que
enfin, comment dirais-je? Je dis pas que j'ai pas eu le choix, mais j'ai aussi une éducation. Je sais que c'est un peu, pas bullshit de parler de que l'entrepreneur doit être résilient et cetera, mais quand même, c'est quelque chose d'hyper fort chez moi. Mmh. Enfin, j'ai pas le droit de lâcher, j'ai pas le droit de baisser les Ah bras, j'ai oui, pas non, le mais droit de ça, c'est regarder en clair, arrière ça, c'est clair. et il faut tracer et avancer, quoi. Et et d'ailleurs, je fais juste un enfin, ça me fait rire parce que enfin, pardon. Hem, ma mère, en fait, ne voyait pas d'un bon œil ce podcast, en Mmh. me disant, juste: «Léa, tourne la page. Ouais. Lundi, tu reprends un nouveau travail», et je lui dis: «Bah, voilà, maman, moi, je suis pas forcément d'accord. Je trouve que ça peut être aussi hyper chouette de pouvoir, entériner un sujet comme celui-ci, de cette manière et de pas le voir, bah, sous un angle» voilà, toi, tu vois peut-être ça comme du voyeurisme et elle déteste ça et je sais que mon frère aussi, on s'est eu au téléphone ce week-end et m'a dit: «Mais en fait, je comprends pas pourquoi, quel intérêt que les gens sachent?» Et j'ai dit: «Mais en fait, c'est pareil, à quoi bon cacher les choses? Enfin, tu vois, en même temps, on s'en fout et puis, je pense pas que vous aurez des représailles de votre côté, enfin, il y a même pas de sujet, quoi», tu vois? Mmh. Mais c'est marrant, on avait 2 opposés, quoi, entre ma sœur et moi qui voyions le côté plutôt, bah, sympa, de le faire et à contrario, le côté négatif de, «C'est bon, arrête de parler, avance, Mmh. peut-être que ça te desservira pour ta boîte, enfin pour, la boîte, pardon, que tu intégreras demain» et cetera. Mais bon, moi je pense pas sincèrement. Ouais, c'est vrai que tout à l'heure je te faisais, référence à l'ego de l'entrepreneur et des Oui. phases par lesquelles on passe. Mais en réalité, moi aujourd'hui je suis hyper contente Mmh. comme je te l'ai dit, de pouvoir réintégrer cette boîte. Déjà parce que, bah, je trouve enfin je trouve qu'il y a de vraies valeurs, humaines et cetera qui transpirent au sein de Mmh. cette boîte. Je suis hyper contente que ce soit, un levier vers un nouveau, challenge professionnel, en Ouais. fait. Parce que déjà, je réintègre une équipe, Ouais. motivée, des associés qui me font confiance. Mmh. Alors, bien évidemment, enfin, dire qu'on fait confiance, avant même d'avoir démarré, faut pas non plus se leurrer. Oui, J'ai enfin, en tout cas, ils t'ont recruté, donc c'est qu'ils t'accordent aujourd'hui tout quand à fait, même ouais, une certaine légitimité pour ce poste. exactement. Je les sens aussi, même de leur côté, voilà, assez contents. Enfin, je veux dire, je suis pas dans un processus RH, très cadré et sans empathie, quoi. Mmh. Là, on sent qu'on est dans une échelle humaine de petite entreprise où je vais forcément m'y retrouver. Évidemment que j'ai de l'angoisse, enfin, j'ai pas mal de stress, en fait, parce que c'est demain et que en fait, j'ai peur de mal faire parce que j'ai été formatée pendant 3 ans, à gérer ma boîte. Donc je ne sais pas, bah, comment réagir, voilà, est-ce qu'il faut peut-être pas trop que je sois pas trop force de proposition et puis à la limite, c'est aussi, OK, je connais les rôles de chacun, Mmh. c'est eux Bien les sûr. fondateurs, c'est moi qui suis, bah, en phase d'observation aussi, quoi. Mais mais non, non, je pense que ça va être que du bon pour la suite et j'ai vraiment surtout hâte. C'est même pas tant de prendre ma revanche, mais en fait, de retrouver je dis pas que j'étais, adorée, par mes anciens managers, on dirait la petite, Fayotte, qui attend l'approbation des gens. Mais, je pense quand même qu'il y a certaines personnes qui ont apprécié, voilà, avec qui et que j'ai adoré, surtout avec qui j'ai adoré bosser. Hem et je me souviens de cette, émulation, tu vois, bah, ouais, de la direction de Stelian qui, à chaque fois, me disait dans un coin de couloir ou un truc: «Léa, on est trop contents, c'est trop cool» et en fait, c'est vrai que, bah, rien que ça. Est-ce qu'un entrepreneur, tous les jours, on lui dit: «Félicitations»? Jamais. C'est vrai, Donc hein, ce que tu dis, mais c'est fou, hein. Je me rappelle très bien, quand, je me suis lancée à mon compte et que, dès que je signais un contrat, j'avais personne. J'avais personne avec qui fêter le truc, tu vois? Alors si, ma fille, à l'époque, elle avait 8 ans, donc elle était, tu sais, toute mignonne: «Bravo maman!» Je pense qu'elle se rendait pas du tout compte de ce que c'était, mais je me disais: «C'est vrai quand même que quand on était en équipe, mmh, tu sors de ton bureau, tu viens de signer un truc, tu dis à tous tes collègues: «Eh les gars, je» surtout qu'on avait des objectifs collectifs aussi et donc «Ce soir, on va boire un coup» et quand tu es tout seul et qu'en fait, tu as personne à qui ça me manquait, mais d'une force, ouais, c'était non, mais c'est vrai. C'est
on n'y pense pas. On n'y pense pas parce qu'on se dit que c'est tellement normal. Enfin, c'est même pas un truc, tu te dis: «Qu'est-ce que tu aimes dans ton poste?» «Ah ben j'aime dans mon poste que quand je signe un contrat, on puisse aller boire un coup ou que tout le monde me félicite». On n'y pense pas à ça. Mais Bah, quand je tu te retrouves en fait, seul, c'est ouais. et ben tu Mais te dis: «Ah mais en fait, il y a personne qui est là pour me dire: "Génial, super!"» ou alors toi, tu le fais pour l'équipe, mais on le fait pas pour toi en tant qu'entrepreneur. et si tu as une équipe? Moi, j'avais Ouais. pas d'équipe, Mmh mh. mais c'est vrai que ouais, ça manque. Bah, ouais. Ouais, si, ça va être chouette. En fait, j'ai vraiment hâte là de pouvoir me dire, bah, ouais, tu en fait, juste, tu as le droit de mériter. Bien sûr. Enfin, tu vois? Peut-être juste de t'octroyer, un week-end, à l'arrache, enfin tout ce que tu t'es pas permis. Franchement, moi sur mes fins d'entrepreneuriat, j'ai touché le RSA, hein. Mmh. Tu pourras aussi en parler dans le cadre d'un autre podcast, mais je l'avais jamais fait de ma vie, mais en fait, c'est aussi ça l'envers du décor, Mmh. quoi. C'est C'est bien ça, beau les cartes l'envers de du visite, les décor, ouais. sites web, Mmh. les photos corporate et tout ça, mais enfin, de toute façon, c'était un expert comptable qui me disait: «Dans 80 de mon portefeuille client sur la branche commerce, 80 de ces gens-là ne gagnent que 800 € par mois». Donc ouais, en fait, enfin, c'est évidemment qu'on la ferme et qu'on dit rien et qu'après il y a plein de solutions pour, non pas vivre sur son entreprise, mais de ventiler certaines dépenses. Mais malgré tout, c'est quand même pas un objectif, quoi. Mmh. Non, c'est clair. Donc ouais, ouais, sur la fin et le pire, ça a été, enfin là, pardon, je rebondis, sur ces histoires de liquidation et cetera, mais en fait, quand on se retrouve sans revenu, merci Lid, et qu'on cherche du travail, alors OK, super, mais c'est pas 500 € d'RSA qui vont nous permettre de vivre, donc là, moi, enfin, ça a été aussi ça, la douche froide, bah, tu vas dans un CCAS, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un centre communal dans lequel tu vas trouver une assistante sociale qui va peut-être pouvoir te donner des chèques, repas, te faire manger. Ah ouais, d'accord, OK, et puis, en fait, bah, pareil, comme les grilles RH, tu rentres pas dans les cases. Je dis: Mmh. «Ah bon? Bah, pourtant, on a un peu le vent en poupe de déposer le bilan en ce moment sur 2025». Bref, mais ils te disent: «Bah, non, non, je suis désolé, on peut pas vous aider». Mmh. Après, aucune importance. Après, c'est C'est vrai qu'il y a ce juste de sujet-là aussi quand même où l'ego. l'entrepreneur est pas protégé du tout, hein. Bah, disons que, ouais, c'est bien beau d'avoir, cet ego, un peu surdimensionné des fois et de se dire: «Ouais, je suis chef d'entreprise», mais en fait, enfin, quand tu te retrouves en tout cas confronté à cette situation d'urgence qui n'en est plus une aujourd'hui parce que j'ai un travail, ouais, je pense que tu mets vite ta fierté de côté et tu trouves des solutions, Bien sûr. rapides, quoi. Alors Léa, on va conclure ce podcast qui était très, très enrichissant et je te remercie encore. Hem, je vais te poser, quelques petites questions. Heu, une chose que cette période Merci Lead a révélée sur toi et que tu ne connaissais pas? Je dirais l'inverse du lâcher prise. Je pouvais peut-être en tant que salarié parfois être en roue libre, voilà, sur certains sujets, enfin, en fait, ça m'a donné un cadre, alors sans dire qu'il faille tout le temps rentrer dedans, mais ouais, je dirais que je sais pas si ça m'a fait grandir, mais en tout cas, ça m'a fait prendre conscience que, bah, rien n'est acquis dans la vie et que, ouais, au-delà du cadre, c'est sûr que ça m'a challengée comme sur pas mal d'aspects de ma vie, quoi. Mais dans le bon comme dans le moins bon, hein. Ouais. Notamment comme je vous le disais, hein, sur la fin où ma fierté, elle en a pris un grand coup, quoi. Mmh. Jamais je me serais imaginée, bah, en arriver là. Parce qu'en fait, ça marquait un peu le point de la fin de se dire, «OK, bah, il était grand temps que tu arrêtes, si aujourd'hui» mais à la fois, il y a eu aussi des moments de gloire où ah ouais, si, je pense que ce que ça m'a apporté, merci quand même, c'est le fait d'avoir, très vite su switcher d'entourage social. D'accord. Enfin, comment dirais-je?
j'exagère, mais, j'ai quand même beaucoup mis de côté, les angoisseurs. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ceux qui polluent, ceux Qui qui te qui te qui te mettent sur toi leurs propres angoisses, quoi, leurs propres peurs et leurs propres croyances exactement, et qui limitantes. peuvent même d'ailleurs te freiner dans certains de Ouais, ton je dis pas qu'il faut que tout le monde autour de toi te dise: «Vas-y, vas-y, continue». Peut-être que parfois c'est pas censé. Mais, il y a vraiment des gens qui communiquent leur stress ou ouais, qui vont pas dans ton sens, et ça a un effet purement ouais, contre-productif, en fait. ouais. Et Sans ça, argument, en fait. C'est ça. ouais, ouais, c'est ça, et puis qui, sans s'en rendre compte, transposent leurs propres peurs, Exactement. et Mmh. c'est pas du tout ce dont on a besoin quand on prend des décisions Mmh. importantes, ou quand on entreprend aussi, au sens large, quoi. Et ça, c'est un sujet que j'ai abordé aussi, que j'appelle, les personnes ressources. Ouais. Au départ, dans l'entrepreneuriat, c'est très, très, très important de trouver tout de suite ces personnes ressources. C'est-à-dire de se dire, heu: «OK, cette personne-là peut vraiment être, un moteur». Pas, comme tu disais, pas forcément te dire toujours: «Oui, oui, oui», mais te elle est passée par là ou elle a la bonne expérience, la bonne expertise pour te dire: «Là, tu vas dans le mur, là, c'est OK». Et c'est très important d'éliminer les gens qui n'ont pas d'arguments pour te faire avancer et de trouver ces personnes ressources sur qui tu vas pouvoir t'appuyer pour, prendre les bonnes décisions. Mmh, clairement. Tu devais faire une note vocale à la Léa du début de Mercilli, tu lui dirais quoi? Ouais, un petit message à passer pour, Lélé, de janvier 2022. Bah, écoute, sois fier de toi. C'est sûr que c'était pas l'avenir que je nous avais réservé, enfin que je m'avais réservé d'arrêter là, mais en même temps, c'est peut-être une belle chose aussi, parce qu'il faut savoir, retenir les leçons, bah, au moment où elles influent, personnellement, parce qu'en fait, là, ce qu'on a créé, c'est que professionnel, et c'est que du problème de riche, et c'est qu'un travail. Donc, du coup, bah, dès que tu as résumé ça, il y a rien de grave, et surtout, bah, si c'était à l'inverse, l'aléa de 2022 qui devait passer un message à celle d'aujourd'hui, c'est, enfin voilà, les déçois pas, arrache tout, et ça va le faire, et tu vas enfin retrouver, bah, tout ce qui t'a manqué pendant 3 ans. Mmh, Donc, rien que pour ça, j'en suis ravie. mmh. En tout cas, Léa, moi je te trouve, lumineuse, D'accord. heu, hyper souriante, enfin je sais pas, tu respires la sérénité alors que bon, comme tu le disais, tu étais au tribunal, il y a 3 jours. Mmh. Donc, merci encore, pour cette interview. Merci encore pour ton partage d'expérience, ça c'est précieux. C'est vraiment un sujet, moi, qui me tient tellement à cœur. Je suis passionnée par l'entrepreneuriat et alors, d'autant plus quand c'est l'entrepreneuriat féminin. Donc merci, 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 merci d'avoir, merci Lyd, non, d'avoir accepté, c'est pas facile de parler de ces sujets-là, d'autant plus qu'on ne se connaît pas. Tu aurais pu me dire: «Mais qu'est-ce qu'elle me veut celle-là?» Donc, voilà, je te suis très, très reconnaissante d'avoir partagé ton expérience avec moi, avec, nous, heu, d'autant plus que ce podcast, il est aussi en démarrage. C'est aussi finalement, un démarrage, donc je ne sais absolument pas, ce qu'il va devenir et ce que ça va produire. Donc, merci de m'avoir et je te souhaite, que du plus, Oui. vraiment. Moi, je suis certaine, hein, j'ai aucun doute que tu vas cartonner, dans cette boîte et à mon avis, ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance de de t'avoir et j'espère qu'on va rester en contact Bah, ouais, avec grand plaisir. et qu'on aura l'occasion d'échanger, dans quelques semaines sur, cette nouvelle aventure que tu entreprends. Mais Heu et à vous qui nous écoutez, sachez que si, vous changez de cap, c'est pas un échec, c'est pas perdre, c'est parfois se renouveler ou se retrouver même, je dirais et comme quoi tout est possible. Tu vois, c'est pour ça que j'ai lancé Possible. Je suis sûre qu'à un moment, tu t'es dit: «Ah mais ouais, tellement». J'adore ces moments où on se dit: «OK, je suis pas seule à vivre ça, je suis pas folle». Chaque parcours qu'on partage ici est une preuve de plus que c'est possible.
Si tu connais quelqu'un à qui ça pourrait faire du bien, fais tourner. Et si tu veux filer un coup de pouce au podcast, tu connais, abonne-toi, note, commente. Et à dans 2 semaines.